this meeting to order. Nous allons commencer la réunion. Bienvenue à cette réunion du caucus ouvert qui porte sur les menaces qui pèsent sur le journaliste traditionnel au Canada. Je m'appelle Art Eggleton, sénateur de Toronto. La coprésidente, la sénatrice Raymonde Saint-Germain du Québec, est à côté de moi. Le caucus ouvert est un forum de discussion sur des questions d'importance nationale. Cette réunion est coparrainée par le groupe des sénateurs indépendants, les sénateurs libéraux indépendants et les représentants du gouvernement au Sénat. C'est la première fois qu'un représentant du gouvernement soit ici. Nous avons maintenant 3 groupes qui représentent la majorité des sénateurs. Nous espérons que les autres se joindront à nous. Cette discussion non partisane est ouverte à tous les parlementaires, à leur personnel, aux journalistes et au public. Le paysage de l'industrie des médias au Canada change rapidement. Il y a une baisse marquée des revenus de publicité pour les médias traditionnels, y compris les imprimés, la télévision et la radio, et des coupures dans les salles de presse ont suivi. 90% des Canadiens ont accès à Internet et préfèrent recevoir les nouvelles sans avoir à payer et quand ils les veulent. En publicité, cela signifie qu'il y a eu un gros déplacement vers les médias numériques. Google et Facebook, les deux plus grands, accaparent 70% des revenus de publicité au Canada sur Internet. Les chaînes de journaux nationales se sont affaiblies, le journalisme local baisse et les journalistes professionnels doivent se trouver d'autres emplois. En l'absence de gardiens traditionnels, beaucoup de Canadiens disent avoir de la difficulté à séparer les faits de la fiction ou des fausses nouvelles. Avec la baisse des ressources fiables, les Canadiens sont moins au courant des menaces à leur communauté, au gouvernement et au pays, ce qui menace la démocratie. Les Canadiens ont besoin et veulent des nouvelles précises pour faire de bonnes décisions. Aujourd'hui, nous allons regarder comment les gouvernements peuvent aider à ce changement en mettant en place les conditions dans lesquelles un bon journalisme pourra permettre le débat. 3 choses maintenant. Le café et le thé sont disponibles à l'arrière de la salle. Les services d'interprétation sont offerts. Mes collègues savent comment cela fonctionne, mais pour ceux d'entre vous qui êtes en face de moi, c'est le canal 1 pour l'anglais et le canal 2 pour le français. Troisièmement, nous vous encourageons à participer. C'est pourquoi le microphone numéro 5 est installé là où il est. Si vous le voulez, si vous voulez faire un commentaire ou une question, vous avez 3 minutes par intervention. Dites à Sarah Daly, la coordonnatrice du caucus ouvert, que vous voulez prendre la parole. Maintenant, je laisse la parole à ma coprésidente, la sénatrice Saint-Germain. Pour ceux d'entre vous qui êtes francophones, le sénateur Eggleton a expliqué que le micro numéro 5 est réservé à l'auditoire et il y a une traduction simultanée. Ce matin, on s'intéresse à l'enjeu de l'avenir des médias qui sont les médias professionnels, traditionnels, qui sont au cœur de la démocratie. C'est un avenir qui est aujourd'hui incertain, il faut bien le dire. Et paradoxalement, la population sent toujours et de plus en plus le besoin de s'informer. En fait, selon un sondage récent de News Media Canada, 94% des Canadiens considèrent que le journalisme joue un rôle important sur la démocratie nationale et 90% des Canadiens lisent des nouvelles en ligne, mais seulement 8% paient pour se procurer ce contenu. Alors, on est face à une industrie qui est en pleine transformation et qui doit se réorganiser. Comme dans tout secteur en phase de transformation, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. L'importance fondamentale des médias comme 4e pouvoir dans notre société démocratique nous commande cependant de nous assurer que le citoyen ne se retrouve pas dans la catégorie des perdants. Le lien de confiance entre la population et les médias existe toujours, mais la prolifération de fausses nouvelles, les fake news, nous donne un aperçu des dangers.
Une information fiable d'une source de nouvelles professionnelle parce que indépendante et rapportée par un journaliste rigoureux, voilà ce qu'il nous faut protéger. L'émergence d'une ère médiatique nouvelle, aussi inévitable soit-elle, ne devra pas servir de prétexte à la remise en question de ces fondements de notre démocratie. Alors, sans plus tarder, nous allons laisser la parole à nos experts, à nos panélistes, et je vais laisser le soin au sénateur Eagleton de présenter le premier panéliste. Merci beaucoup. So we do have Nous avons un panel intéressant aujourd'hui qui vont présenter différentes perspectives. Nous commençons avec Edward Greenspan, président et PDG du Public Policy Forum, un organisme de 31 ans qui réfléchit sur les questions de politique. Il a écrit le rapport sur les nouvelles de la démocratie et la confiance dans l'ère numérique, qui s'appelle The Shattered Mirror. Ce rapport a été publié il y a plus d'1 an. Il va nous en parler aujourd'hui et peut-être nous parler aussi de ce qui était dans le budget ou qui n'était pas dans le budget. Monsieur Greenspan est l'ancien directeur en chef du Globe and Mail. Il a été le chef de bureau à Ottawa, éditeur principal à Bloomberg et a été siégé au conseil d'administration de Torstar. Bonjour. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter un enjeu qui me tient à cœur. The Public Policy Forums. Notre organisme a publié un rapport en 2017, The Shattered Mirror, le miroir cassé, et ce rapport montrait comment les médias de nouvelles baissent, a permis de comprendre mieux l'opinion publique du Canada et a présenté des recommandations. Nous espérons que cela stimulera le débat nécessaire et mettra en place des mesures pour préserver le bien de la société. Nous apprécions l'intérêt porté par les sénateurs, malgré ce qui a été annoncé hier. 2 mesures dont on pourra possiblement parler en cours de route. Nous notons un certain appui pour les organismes locaux de journalisme et nous essayons de voir également comment le mécénat peut aider le journalisme. Mais nous et le monde entier sommes encore en train de comprendre ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas une question facile à résoudre. Comme vous le savez, le titre de notre rapport, Le miroir cassé, fait référence au rapport du Sénat de 1970, Le miroir incertain. Depuis les années 70, les choses se sont aggravées. Moins de journalistes couvrent les institutions démocratiques et la culture de la ville dans les médias traditionnels et dans les nouveaux médias. Les Canadiens sont de plus en plus privés de l'aspect social des nouvelles, c'est-à-dire de savoir ce qui se passe dans les collectivités, dans les tribunaux, dans les assemblées législatives et autres institutions publiques. Entre-temps, la désinformation et la haine divisent et est une source de confusion. Cette pollution de l'information pose une menace à la cohésion sociale et au choix éclairé et demande une réaction soigneusement calibrée. Notre forum est conscient de l'importance de notre travail pour la santé de la démocratie. Si de nouvelles formes de médias peuvent faire un meilleur travail pour donner de l'information fiable, c'est très bien. Mais il s'agit de sauver le journalisme et non pas une plateforme ou une compagnie. Depuis la publication du rapport, nous avons tenu des consultations et des ateliers qui continuent d'explorer des questions comme comment récompenser l'investissement dans le journalisme vérifiable et fiable de nos espaces publics, comment aider les organisations de nouvelles à faire la transition au futur numérique et comment la place publique peut être policée contre ceux qui présentent des fausses rumeurs. Je veux regarder différentes questions de 2 points de vue. Une question à poser, c'est si la politique publique doit aider le journalisme, et 2, est-ce qu'elle doit être utilisée pour nous protéger contre les fausses nouvelles? Le déclin du journalisme traditionnel au Canada est bien documenté, donc je ne ferai pas un retour là-dessus. La question est de savoir s'il y a un rôle pour le gouvernement dans tout cela.
C'est une préoccupation tout à fait légitime. La politique publique fait partie de l'équation depuis avant la Confédération, lorsqu'il y avait une subvention postale qui faisait en sorte que tous les citoyens avaient accès à une même source d'information. Cela a été à la base de la politique canadienne dès le départ. Une base commune d'information à partir de laquelle faire des choix. Et cette base commune est aidée par de même pour la création de Radio-Canada et l'adoption de l'article 19 dans les années 60 de la loi sur l'impôt. Une presse, un journalisme libre de l'influence du gouvernement est essentiel à la démocratie, mais une presse en faillite ne peut pas être libre ni vigilante, ni garder le gouvernement à distance. Personne ne veut l'État dans les salles de presse de la nation. Il y a des façons de faire en sorte que les politiques empêchent cela. Notre forum a présenté des propositions pour aider le journalisme sans donner au gouvernement l'entrée dans les salles de presse. Il faut se demander si les Canadiens, cependant, se préoccupent du journalisme. Nous avons donc fait des recherches avec 6 groupes de discussion partout au Canada, en anglais et en français. Nous avons sondé 1500 Canadiens en leur posant 75 questions. Et nos chercheurs ont constaté que les Canadiens s'intéressent au journalisme. Ils veulent avoir quelque chose de fiable. Ils craignent que le déclin du journalisme nuira au journalisme d'enquête et à la protection de leurs droits. Ils craignent que le gouvernement n'intervienne directement pour cette même raison qu'ils pensent que la fonction de garde du journalisme est importante. Une des conclusions les plus intéressantes de notre recherche, qui a été renforcée par le baromètre Edelman de confiance, c'est les hauts niveaux de confiance accordés au journalisme par rapport à l'information obtenue dans les médias sociaux. L'écart est d'environ 40 points de pourcentage. C'est une grande différence. Les journaux, les magazines, les nouvelles à la radio ont un niveau de confiance de 65-70%. Par rapport à un 30% pour les médias sociaux. Dans les groupes de discussion, les répondants nous ont dit que lorsque quelque chose d'important arrive, ils obtiennent la première nouvelle sur Facebook et ensuite, un peu spontanément, ils diront « à moins que ce soit très important ». Et ils disent « si c'est important pour moi, là, on va aux sources fiables, les sources que nous connaissons ». Ils ont nommé des journalistes en qui ils ont confiance. D'une certaine façon, beaucoup de Canadiens voient les organisations de journalisme comme ils voient les services de pompiers. Ils veulent qu'ils soient là au besoin. Ils ne veulent pas les voir tous les jours. Mais si quelque chose d'important arrive, ils veulent être sûrs que la nouvelle sera là pour eux lorsqu'ils veulent la consulter. Cela ne donne pas une bonne base économique, mais cela donne une base d'appui du public. Parmi nos recommandations, et je ne veux pas toutes les présenter, il y en a 12, nous dirons que nous sommes d'accord avec la création d'une branche locale de la Canadian Press, presse canadienne, où la presse canadienne apporterait ses hautes normes et son infrastructure au service des institutions démocratiques partout dans le pays. Il y aurait une structure semblable pour les nouvelles autochtones. Un plus grand rôle pour les organisations caritatives et communautaires qui participeraient aux nouvelles. Beaucoup d'organisations au Canada sont prêtes à participer, mais se sentent limitées par les lois et règlements du Canada. Il y a des niveaux de participation qui seraient fort importants et qui feraient une grande différence. Nous recommandons également de niveler les règles fiscales pour que tous les pays, pour que les services numériques étrangers soient traités de la même façon que les services canadiens, comme ça se fait dans d'autres pays. Dans notre rapport, nous proposons une redevance aux distributeurs de nouvelles qui n'investissent pas dans la production de nouvelles. On pense ici
au Fonds des médias canadiens, les vendeurs de nouvelles qui n'investissent pas dans la production de nouvelles devraient payer une redevance de la même façon que les compagnies de câble ont eu à payer 5% de leurs revenus au Fonds des médias canadiens. Ce ne sera pas de l'argent pris du contribuable, mais une redistribution de l'argent. Nous avons regardé des façons de réformer le Fonds des périodiques du Canada également. Il n'y a pas de façon facile de prévoir l'avenir pour l'industrie des nouvelles. L'industrie publique consiste à voir comment le journalisme sera financé, comment la démocratie sera couverte. Comme pour les politiques, la première question, c'est de savoir si on fait quelque chose, est-ce qu'il y a un rôle pour la politique publique. Les Canadiens accordent beaucoup d'importance à la liberté d'expression. Nous accordons beaucoup de valeur à une société où les femmes et les minorités se sentent en sécurité sur l'intégrité électorale et la cohésion sociale. Pourtant, toutes ces choses sont attaquées. C'est une question délicate, trouver cet équilibre. On ne veut pas nuire à la liberté d'expression, mais nous avons réussi à le faire avec les lois anti-haineuses. Notre forum est en train de commencer à étudier une série de solutions politiques pour protéger contre la désinformation et la haine propagée en ligne. Il est trop tôt pour connaître les bonnes réponses. La suite d'interventions de politiques potentielles y comprennent la divulgation dans les 24 heures de qui aura acheté des annonces numériques dans une période électorale et qui ces annonces visent, l'identification par les par les éditeurs traditionnels des propriétaires des sites Web, le contrôle sur les fausses nouvelles, le durcissement des droits des personnes pour avoir accès aux données recueillies sur M. Les algorithmes font ce que les éditeurs leur demandent de faire. Ils décident qui va voir quoi. Par conséquent, les plateformes doivent être traitées de la même façon et avoir les mêmes obligations que j'avais quand j'étais rédacteur en chef d'une publication. Enfin, d'un point de vue interventionniste, il faut appliquer la politique sur la concurrence et prévoir des sanctions juridiques contre la dissémination consciente de faussetés démontrables, comme on le fait en Allemagne. J'ai lu les procès-verbaux des réunions des années 60 qui ont amené la loi contre la haine. Ce sujet avait été discuté par la Chambre des communes et le Sénat. Sénateur, il faut discuter et délibérer de ces menaces numériques à notre démocratie. La baisse parallèle des systèmes de nouvelles authentiques avec l'augmentation des fausses nouvelles n'est pas un développement sain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dressé la table. Une période d'échange lorsque nous aurons entendu les 4 panélistes. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Mme Pascale Saint-Onge, qui est la présidente de la Fédération nationale des communications, une fédération qui est établie au Québec et qui représente 6 000 personnes qui travaillent dans les médias, que ce soit les médias numériques, médias écrits, télévision et radio, ainsi que dans les domaines de la culture et des communications, les musées, théâtres et également les festivals. Le rôle de la Fédération est d'assurer le respect des droits des professionnels des médias et de protéger l'indépendance journalistique. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole, Mme Saint-Onge. Merci. Bon matin, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Un merci particulier au sénateur Eggleton et à Mme la sénatrice Saint-Germain de me donner l'occasion de m'adresser à vous ce matin sur les menaces qui pèsent sur le journalisme parce qu'au cours des dernières années, il y a plusieurs solutions qui ont été présentées. Mais on dirait que ce qui manque, c'est surtout un éveil collectif quant aux dangers qui pèsent sur notre démocratie. La crise des médias est aussi une crise de la démocratie.
Pour profiter pleinement de la liberté de presse, qui est un droit reconnu et consacré dans la Charte des droits et libertés canadiennes, certaines conditions doivent être réunies et malheureusement, au Canada, les entraves commencent à s'accumuler. Tout d'abord, ça prend des médias. Les salles de nouvelles de la presse écrite ont été fortement ébranlées par l'érosion de leurs revenus publicitaires qui se retrouvent aujourd'hui grandement entre les mains des géants du Web. Plusieurs chiffres ont été avancés, mais au Canada, on parle de fermetures par dizaines du côté des quotidiens et par centaines chez les hebdomadaires en 6 ans environ. Au Québec, on est rendu à peu près à la moitié des emplois liés à la presse écrite qui ont disparu, et ça depuis 2009 seulement. Les propos récents du président du conseil d'administration de Torstar, John Underrich, ne laissent planer aucune confusion quant au destin des empires médiatiques si rien n'est fait. Même pour ces piliers, souvent plus que centenaires, la fin approche. Mais au-delà des chiffres, une réalité bien peu quantifiable s'implante alors que la presse est économiquement affaiblie, soit sa capacité de résister aux pressions externes. Pour avoir une presse libre, encore faut-il en avoir les moyens. Une presse à la recherche de revenus publicitaires et de lectorat est une presse qui fait des choix commerciaux. Une presse incapable financièrement de se défendre devant les tribunaux est une presse qui tait des histoires d'intérêt public. Une presse faible et isolée est une presse qui ne résiste pas aux menaces. Il y a plusieurs façons de tuer le journalisme. Il y a les assassinats, enlèvements, emprisonnements, agressions et menaces contre les journalistes eux-mêmes. C'est le cas dans des pays en guerre ou non démocratiques et c'est très peu subtil. Mais il y a aussi les pressions fiscales, économiques ou politiques qui, elles, minent insidieusement la liberté de presse et cela se produit actuellement au Canada. Je vous raconte quelques histoires. Dans certaines salles de nouvelles, des écrans affichent les topos qui récoltent le plus de clics. On appelle ça affectueusement la dictature du clic. Le but annoncé, mieux connaître les goûts de nos lecteurs. Le but réel, augmenter le lectorat pour mieux vendre aux annonceurs. La logique commerciale est bien servie, mais qu'en est-il de la liberté de presse et du droit du public à l'information lorsque des journalistes perdent leur emploi ou subissent une rétrogradation parce que les sujets qu'ils couvrent ne sont pas assez populaires? Ou encore, quand cette quête de la popularité finit par amener des journalistes et des médias à ne favoriser que des sujets à la mode. Le débat public en est-il mieux servi? Les médias remplissent-ils réellement leur fonction? Et en même temps, ils ont besoin de ces revenus pour continuer. Une autre anecdote, un média publie un article négatif sur un important commerçant. Ce dernier, qui s'adonne à être aussi un important annonceur du média, annule son gros contrat de publicité. Autrefois, alors que des dizaines, voire des centaines d'autres gros annonceurs compensaient pour la perte, le média n'était pas trop affecté. Aujourd'hui, on peut se demander si les patrons de presse ont encore cette marge de manœuvre. Est-ce que les médias s'auto-censurent pour protéger leurs revenus? Le dernier exemple mérite réflexion. En 2014-2015, la publicité du gouvernement fédéral dans les quotidiens nationaux a chuté de 84 % selon les chiffres publiés dans la presse le 16 décembre 2016. Est-ce qu'il s'agit de pression politique de la part du gouvernement pour les réduire au silence? Pourquoi est-ce que le gouvernement favorise autant les réseaux sociaux américains, que ce soit par des politiques fiscales qui leur sont favorables ou par des investissements publicités qui ont plus que doublé sur ces plateformes? Est-ce vraiment pour mieux rejoindre son public ou est-ce une action réfléchie et coordonnée pour mettre à mal le journalisme et la liberté de presse au Canada? Pourquoi est-ce que le Canada fait si peu pour aider ses médias? Je préfère penser qu'il s'agit d'insouciance plutôt que d'une attaque réfléchie et planifiée. Bref, toutes ces histoires illustrent que notre liberté de presse et notre démocratie sont en péril parce que nos médias sont fragiles économiquement. Vous pourriez penser que je suis un peu paranoïaque ou défaitiste, mais je ne suis pas la seule. Seulement ce mois-ci, au moins 2 grandes institutions canadiennes se sont inquiétées de divers aspects de la domination des géants du Web et de l'affaiblissement des médias traditionnels. Le SCRS publiait dans un rapport « La portée et la rapidité d'Internet et des médias sociaux ont amplifié les répercussions possibles de la désinformation. L'augmentation de la capacité de transmission de données, jumelée au virage de la publicité programmatique, a provoqué une diminution abrupte de la capacité du journalisme traditionnel d'être le garant de la qualité de l'information publique. Ce dernier a été remplacé en partie par un torrent de données
provenant d'un nombre infini d'expéditeurs. Or, ce torrent charrie son lot de mensonges et de distorsions qui menacent l'intégrité du discours public, des débats et de la démocratie. Le plus habile pourvoyeur étatique de mensonges est la Russie. Et on l'a vu aux dernières élections américaines. Pour le SCRS, il est nécessaire de bâtir la résilience sur autant de fronts que possible pour lutter contre la désinformation, notamment pour ce qui est de la réglementation, la vérification des faits, la dénonciation et l'éducation. Quant à lui, le nouveau juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, lors de son allocution inaugurale, a rappelé que la confiance du public est fondamentale pour le système de justice. Il a poursuivi en anglais en disant « The shift to social media has come at the expense of the traditional media discourse once solely relied on and continues to rely heavily on to communicate with the public. But the media landscape has changed so much in the last 10 years that it is almost unrecognizable. We used to have a regular group of journalists who..." On peut avoir un groupe de journalistes et autrefois qui s'occupaient uniquement de la Cour suprême. Maintenant, ils sont le couteau sous la gorge et ils ne comprennent pas les nuances. Autrement dit, les décisions prises par la Cour sont maintenant moins accessibles pour le Canadien moyen. Ce dont on ne parle pas est oublié. Quand les Canadiens et les Canadiennes commenceront à se poser des questions sur les médias sociaux et se pencheront des questions sur leurs institutions, que fera-t-on? Quand elle se trouve menacée, il faut agir afin de la protéger et de la défendre. Le Canada n'est pas à l'abri de chavirer dans un autre mode de vie que celui que nous connaissons. La liberté de presse est à la base de tous les autres droits, et c'est entre autres grâce à nos médias et à nos journalistes si nous pouvons célébrer aujourd'hui les avancées spectaculaires que nous avons connues au cours du dernier siècle dans l'avancement de nos libertés. Les signaux sont là. Les dérives et la propagation de fausses nouvelles et de complots doivent être prises au sérieux. Nous avons proposé un vaste éventail de solutions, et ce depuis de nombreuses années, allant de mesures financières jusqu'à des programmes d'éducation. Le gouvernement a tout en main pour agir. Ce qu'il faut, c'est de l'ambition et du gouvernement. Jusqu'à maintenant, peu a été accompli. Je vous remercie. Merci beaucoup. Next, we have... Nous allons maintenant entendre Karen Pugliese, qui est directrice exécutrice des Nouvelles Nationales pour le réseau autochtone. Elle est la première personne autochtone à mériter la récompense Gordon Sinclair. L'Association des journalistes en réserve ont aussi reconnu ses contributions. Elle est fière d'être membre de la Première Nation algonquin Pikwakanagan. Merci. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Je voudrais reconnaître la présence de mes collègues ici aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux et avec d'autres occasions. J'essaierai de ne pas répéter ce qu'ils ont dit. Laissez-moi parler brièvement de la PTN. Et puis, je borderai ensuite les questions dont nous voulons parler aujourd'hui, les menaces pour les peuples autochtones avec les changements de la conjoncture médiatique. Je veux savoir aussi comment on peut renforcer les nouvelles autochtones. APTN est une organisation à but non lucratif. Nous sommes un service obligatoire. Nous reposons sur les revenus sur les abonnements au câble et la publicité en deuxième ligne. Nous ne sommes pas financés par le gouvernement. Nous avons lancé notre service de nouvelles en avril 2000. Nous produisons une demi-heure de nouvelles nationales, 6 jours par semaine, une émission d'enquête chaque semaine et 2 heures sur les affaires courantes. Je suis heureuse d'avoir reçu des récompenses, celles de l'Association canadienne des journalistes, la Fondation Hillman et la Canadian Screen Awards.
Nous avons 65 employés. 18 de nos journalistes sont partout au Canada. La plupart travaillent de chez eux ou de chez elles. Nous avons une émission qui s'appelle Nation à Nation. À l'heure actuelle, nous avons une équipe éditoriale d'une personne. Nous espérons pouvoir y adjoindre une autre personne bientôt. Mais donc, voici la façon dont nous fonctionnons. Notre personnel, nos ressources sont minces comparées à d'autres salles de nouvelles, mais nous avons beaucoup de richesses parmi ce que nous apportent nos pairs. On se préoccupe des fausses nouvelles et de l'interférence lors des élections américaines récentes. Il y a d'autres problèmes avec des lacunes et la désinformation quand il s'agit des peuples autochtones. En tant que sénateur, vous savez combien il est difficile de couvrir ce qui touche les peuples autochtones, y compris la Commission 1996, la loi sur les télécommunications, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Commission sur la vérité et la réconciliation. 4 problèmes se manifestent généralement. Tout d'abord, les médias canadiens n'ont pas l'expertise voulue pour comprendre le poids historique et les domaines de compétences qui touchent les peuples autochtones. Comme sénateur, vous avez pu en avoir l'expérience en essayant d'expliquer S3, une loi pour apporter des modifications à la loi sur les Indiens en réponse à la décision de la Cour suprême du Canada sur Deschenaux. Et vous avez donc constaté les défis par vous-même. Deuxièmement, les médias ordinaires ont une tendance à aller dans les communautés autochtones seulement s'il y a une crise, occupation, suicide, etc. Là, il y a beaucoup de couverture, brièvement, puis la couverture disparaît. Les professeurs de l'Université York, Daniel Drache et Fred Fleischer, parlent là de journalisme projecteur. Un rapport soumis sur l'enquête Hyperwatch par le professeur John Miller montre qu'il y a une des conséquences les pires de cette approche est que les médias ne couvrent pas et n'expliquent pas comment Dudley George est mort. Troisième problème, les médias ordinaires écrivent pour une audience ordinaire et présentent les choses sous cet angle. Enfin, les peuples autochtones sont enfin désavantagés quand ils veulent exprimer leur point de vue contre les gouvernements, vu qu'ils ont plus de ressources au point de vue des relations publiques. Mais maintenant que les médias ordinaires perdent des sources de revenus, ils sont moins susceptibles que jamais de se pencher sur les questions autochtones. Pour remédier aux lacunes et aux problèmes que je viens de décrire, il faut promouvoir la croissance de médias autochtones indépendants, fournir ainsi des renseignements aux peuples autochtones dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés, demander des comptes à ceux qui ont le pouvoir sur les peuples autochtones, préserver, vitaliser les cultures autochtones, informer la population canadienne de façon juste et exacte sur les questions dont ils ne sont peut-être pas au courant. Enfin, remettre en question les tropes, les mythes et les stéréotypes sur les peuples autochtones. Ceci dit, il n'y a pas eu de soutien du gouvernemental pour la croissance des médias autochtones et le financement qui existait pour les services de nouvelles autochtones a disparu. Les Canadiens se préoccupent de la perte de couverture locale aux côtés nouvelles, mais la plupart des communautés autochtones n'ont jamais connu cela. Et nous ne pouvons pas, quant à nous, avec nos moyens, fournir des nouvelles locales. Il y a différents obstacles qui ont nuit à la croissance de sources de nouvelles autochtones. Certains sont précisés dans Shattered Mirror. Il y a un manque de reddition de comptes. Quand j'étais directrice des nouvelles, lors de mes 3 premières années, nous avons eu des lettres de nature juridique qui étaient en fait une tentative d'intimidation. Les médias ordinaires stimulent ce manque de reddition de comptes parce qu'ils nient les conventions du journalisme pour avoir accès. Souvent, ils posent des questions aux leaders en avance où ils laissent les chefs dicter ce qu'ils veulent dire.
Nous avons un manque de journalistes formés, d'autre part. La moitié des peuples autochtones des membres des des nations autochtones ne vont jamais au collège ou à l'université. Nous faisons notre part. Nous travaillons avec l'Association canadienne des journalistes et journalistes pour les droits de la personne pour établir des stages. Nous travaillons aussi avec les journalistes pour les droits de la personne pour mettre sur pied des initiatives, former des journalistes citoyens. Il est difficile de trouver un soutien de longue durée pour appuyer des journalistes nouvellement formés. Mais il y a de la place pour des nouvelles entreprises autochtones dans le paysage journalistique. Il n'y a rien dans le budget d'aujourd'hui qui s'adresse spécialement aux nouvelles autochtones. Ce que je dirais en conclusion, c'est que le rapport Shattered Mirror a parlé aimablement de la PTN comme étant un fanal dans le paysage. Il y a peu de sources de journalisme, trop peu de journalistes, pas assez de recettes. Nous sommes un service qui dépendons des abonnements au câble, et vu que les gens se décrochent du câble, nous allons sans doute affronter des défis très bientôt. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame Pugliese. C'est M. Matthew Johnson, qui est le directeur de l'éducation d'Abilo Média, Centre canadien pour la littératie numérique et l'éducation aux médias. Il est l'auteur d'un grand nombre de leçons, documents à l'intention de parents et de ressources interactives que produit le Centre, et l'une des personnes qui dirige son projet de recherche sur les jeunes Canadiens dans un monde branché. Au nom d'Abilo Média, il contribuera à la création d'une série de messages d'intérêt public et de vidéos en français et en anglais qui apprendront aux citoyens à déceler les fausses nouvelles, j'ai hâte de vous entendre, à authentifier des sources crédibles, à comprendre la différence entre les faits et les opinions et à déceler les messages émotifs ou incendiaires. Alors, à vous la parole. Merci beaucoup. The Internet provides Que nous donne l'Internet? Une occasion en or d'obtenir des nouvelles, de nous informer. Mais les technologies en réseau qui ont rendu facile de trouver des renseignements facilitent aussi la publication et la distribution de nouvelles par n'importe qui. De ce fait, il est plus difficile que jamais d'établir une limite entre le journalisme responsable, les renseignements exacts, et de l'autre part, la publicité, la désinformation, la parodie. Nous risquons aussi de répandre de fausses nouvelles sans le savoir. Ceci dit, le Canada est peut-être mieux placé que d'autres pays en ce qui concerne notre vulnérabilité à la désinformation. Nous sommes en deuxième place dans le monde sur les nouvelles obtenues par les médias sociaux, mais nous sommes aussi parmi les premiers quant à la confiance accordée aux médias traditionnels. La recherche effectuée auprès de jeunes adultes canadiens montre que généralement ils commencent par le réseau les médias sociaux comme Facebook, mais vont vérifier leurs nouvelles avec des médias traditionnels. Et nous avons depuis longtemps au Canada, dans les provinces et les territoires, et ce depuis une décennie, une éducation à la littératie médiatique. Ceci dit, notre recherche constate que bien que les jeunes Canadiens soient depuis longtemps familiers avec le numérique, ils n'ont pas les habiletés voulues en matière de recherche, d'authentification et de pensée critique pour reconnaître les fausses nouvelles et pour participer pleinement en tant que citoyens et citoyennes. Que les étudiants canadiens vérifient ou savoir si les Canadiens vérifient l'information trouvée en ligne, cela dépend du contexte. 9 sur 10 disent qu'ils prennent des mesures pour vérifier les renseignements dont ils ont besoin pour l'école, par exemple. Mais ils sont juste 60% à dire qu'ils vérifient des nouvelles trouvées en ligne et ils sont encore moins nombreux à essayer de vérifier les nouvelles obtenues par les médias sociaux, vu que la moitié des étudiants des années 7 à 11 partagent et propagent les nouvelles les nouvelles trouvées dans les médias sociaux, c'est préoccupant. Quand les étudiants essayent de vérifier l'information trouvée en ligne, ils utilisent généralement des stratégies qu'on pourrait dire
relever d'une liste de vérification. C'est utile, mais cela part du principe que les sources jouent équitablement et n'essayent pas de vous tromper délibérément. Mais il y a sur Internet toutes sortes d'éléments qui troublent l'eau délibérément. Il y a aussi un risque avec plus de conscience des préjugés et de la désinformation, les jeunes deviennent plus cyniques au lieu d'être simplement sceptiques. Comme l'a dit un professeur et écrivain, Eric Palmer, autrefois, les gens avaient tendance à croire. Maintenant, la tendance est plutôt qu'ils ne croient plus à rien. Ce qui est dangereux pour s'investir dans le système politique et ce qui est dangereux pour la démocratie. De plus, cela peut encourager les gens à aller chercher des nouvelles auprès des médias qui confirment leurs propres préjugés. C'est d'ailleurs comme ceci que cela se passe généralement. Les chercheurs constatent que la plupart des préjugés répandus ne dépendent pas des points de vue politiques des propriétaires, mais des opinions politiques des gens qui lisent les nouvelles. Ce qui a changé, c'est que une bonne part d'entre nous obtenons des nouvelles par le biais de moteurs de recherche et de médias sociaux. Et ces outils nous présentent ce qui va nous plaire. C'est bien pour la publicité, mais cela peut privilégier des nouvelles qui confirment nos préjugés. Les moteurs, les outils se spécialisent aussi dans la livraison de contenu qui plaît, qui peut parfois être trop beau pour être vrai. Et même quand nous ne croyons pas à ce type d'histoire, à force d'être répétée et d'être transmise, elle finit par être plus crédible, surtout si ce sont nos amis qui transmettent ces informations. Les Canadiens de tous âges, mais surtout les jeunes, doivent apprendre comment trouver de l'information authentique. Il est essentiel que cette éducation se fasse tôt. Peu importe qu'ils apprennent s'ils ont appris leurs compétences de recherche avant la 9e année, s'ils n'ont pas appris leurs compétences de recherche avant la 9e année, il peut y avoir un manque qui se maintiendra jusqu'à l'université. Les technologies ne sont pas neutres, elles sont créées pour une raison particulière. Il faut s'en servir sagement et pour cela, il faut comprendre comment et par qui elles ont été faites. Les jeunes comprennent peu les algorithmes que les engins de recherche utilisent pour déterminer comment le rang sera donné aux différentes sources et considèrent souvent la place d'une source dans un engin de recherche comme étant un signe de crédibilité. Comme m'a dit, après la première page de recherche, je ne m'intéresse plus à Google. Ils ne se rendent pas compte que les engins de recherche et les réseaux sociaux font de l'argent en recueillant des données et en faisant de la publicité ciblée, ou comment les données qui sont recueillies sur eux peut amener à l'obtention par eux de moins en moins de nouvelles. Il faut donc apprendre des concepts de littératie des médias aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre comment l'objectif commercial ou politique peut être un indicateur clé de la fiabilité de la source. De comprendre que toutes les sources, même les plus légitimes, ont des préjugés. Et de savoir quels sont ces préjugés. La recherche a montré que les lecteurs qui ont reçu une formation en littératie des médias sont moins susceptibles d'être d'accord avec des revendications imprécises, peu importe les croyances du lecteur. Il faut également reconnaître que dans le monde actuel, nous sommes tous des diffuseurs. Il faut que les Canadiens, surtout les jeunes, fassent entendre leur voix. Il faut qu'ils fassent la promotion du partage éthique pour empêcher la diffusion de fausses nouvelles. Il faut faire en sorte que les jeunes et tous les Canadiens comprennent qu'ils ont des droits comme citoyens et comme consommateurs lorsqu'ils sont en ligne, qu'ils ont le pouvoir d'influencer la façon dont les gens qui leur apportent des nouvelles, que ce soit les médias traditionnels, les engins de recherche ou les réseaux sociaux, font des affaires. Presque toutes les plateformes de médias
tirent le revenu de la publicité. Bon nombre des grands changements qu'ils ont faits auparavant sur leur façon de faire affaire découlent des pressions des publicitaires qui eux-mêmes répondent toujours aux pressions des consommateurs. Merci. Merci beaucoup. Nous avons eu 4 forts intéressants exposés. Il est maintenant temps de donner la parole à nos collègues et aux gens dans la salle. Je vous rappelle encore une fois que si vous voulez poser une question, vous avez 3 minutes pour faire votre commentaire. Voyez Sarah, identifiez-vous et vous pourrez poser les questions comme les sénateurs le font. Nous avons 5 sénateurs sur la liste jusqu'à maintenant. Je dois m'excuser, je dois aller à une autre réunion à 10h30. Mais vous pouvez continuer la réunion jusqu'à 11h15, heure prévue de la fin. Commençons avec le sénateur Marwal. Merci à tous les panélistes pour vos commentaires. Je comprends les défis de l'industrie et c'est une des questions de politique importantes que nous avons dans notre démocratie. Vous n'avez pas parlé de solutions possibles ou d'interventions politiques possibles. Les lecteurs pourraient avoir à payer ce qui est mis en place dans certains centres. Qu'en est-il du distributeur de nouvelles qui ne crée pas de nouvelles et qui devrait payer une redevance? Est-ce que c'est une question sur laquelle vous vous êtes penché? Si quelqu'un veut rajouter quelque chose, et je m'adresse ici aux panélistes, soyez prêts à répondre. Merci, sénateur. J'ai pensé pendant longtemps à l'idée d'où viendrait l'argent pour financer le journalisme. Il y a 2 façons de faire. Historiquement, il y avait le système public, CBC Radio-Canada, et le système privé qui était à profit grâce aux revenus de publicité. 80% de revenus de publicité, 20% de circulation. La publicité, selon moi, c'est pas qu'il n'y a pas de publicité. La publicité a pris une certaine tangente ce qui est le droit des gens qui vendent de la publicité. Ils peuvent choisir le système qu'ils veulent. Ce système, cependant, ne réinvestit pas dans le journalisme. Une des sources possibles de revenus serait une redistribution des revenus des distributeurs vers les producteurs de nouvelles, comme je le disais dans mon allocution. Une autre source serait les fonds publics, comme la Radio-Canada CBC, ce qui est un peu complexe vu la nature des nouvelles et la relation qu'il y a avec le pouvoir politique et la démocratie. Les choses ne sont pas impossibles parce qu'il y a moyen d'avoir des gardes. Il y a, comme vous le dites, les lecteurs. Les sondages de l'Institut Reuters de journalisme montrent qu'environ 9% des usagers de l'Internet sont prêts à payer pour s'abonner. Il y aura des circonstances qui donnent lieu à cela. L'arrivée de Trump aux États-Unis a été bénéfique pour certains journaux. Je ne pense pas que cela suffira à financer des organisations de nouvelles. Nos gens sont habitués de recevoir les choses gratuitement. Parfois, ils se sentent un peu coupables, mais ils sont habitués à cela. Alors, c'est une combinaison de différentes mesures qu'il faudra mettre en place. Les abonnements ne suffiront pas à protéger les journaux dans certaines régions, dans des plus petites régions. En Saskatchewan, à Regina, il n'y aura pas suffisamment d'argent.
Solution miracle qui a été trouvée pour résoudre la problématique du financement de la production de contenu d'information. Malheureusement, c'est pas arrivé. Puis même avec les nouveaux médias qui sont arrivés avec le web et qui n'existent que par et pour le web, on pense à Vice, on pense à BuzzFeed, on pense à d'autres, bien, ils connaissent eux aussi aujourd'hui des difficultés financières, puis ils doivent effectuer des compressions au niveau de leur personnel et tout ça. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de solution miracle. Par contre, ça va prendre un amalgame de solutions. La FNC avait proposé tout d'abord d'implanter des solutions d'urgence. Parce qu'à court terme, on a déjà perdu beaucoup et puis il faut absolument arrêter l'hémorragie. Donc, on avait des grands espoirs pour le budget qui vient d'être déposé. Il y a un premier pas qui a été franchi par le gouvernement avec le 50 millions. Donc, une reconnaissance là de la crise et de la problématique. Par contre, quand on fait les calculs, bien, ça revient à peu près à 1 million par année par province pour soutenir les médias locaux. Donc, c'est très peu, en fait, pour arrêter cette hémorragie-là, mais c'est un premier pas. Nous, on avait proposé à court terme des crédits d'impôt sur la masse salariale parce que ça permet un calcul mathématique, donc un bras de distance, en quelque sorte, de l'État avec les médias. C'est un calcul mathématique. Vous investissez dans la production de contenu, vous avez un retour en termes de crédit d'impôt. Alors, c'était la solution qu'on privilégiait à court terme pour amener un peu d'air aux médias d'information. Mais dans la réalité, il va falloir qu'on s'intéresse de façon beaucoup plus précise à la question. On a toujours dit au Canada que le marché n'était pas suffisant pour que le contenu lui-même, puis ça, c'est autant du contenu de divertissement que d'autres types de contenus, puissent exister par eux-mêmes. Ça a été le cas pour la télévision dans les années 90. On a décidé de créer le Fonds canadien des médias. Et ce fonds-là, dans le fond, on est allé chercher l'argent dans les contenants, donc dans la câbleau-distribution, pour le réinvestir dans le contenu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose du côté du contenu d'information? On pourrait très bien décider de créer une espèce de fonds canadien de l'information. On irait chercher une redevance des GAFA parce que c'est eux, en ce moment, qui font de l'argent avec le contenu de l'information. Donc, on impose une redevance aux GAFA. C'est même pas des fonds publics, là. Donc, c'est les GAFA qui fournissent ce fonds-là. Ça pourrait être les fournisseurs d'accès Internet. Bref, il y a tout un éventail de solutions qui se présentent à nous. Maintenant, il va falloir s'atteler à la tâche et ça le plus rapidement possible. Non? OK, well. Sénateur Black, merci beaucoup. Comme mon collègue le sénateur Marois, je vous remercie d'être ici. C'est un sujet fort intéressant que vous discutez. Ma question suit celle du sénateur Marois. Mais je vais faire une observation tout d'abord. Nous reconnaissons tous ici que les médias sont des éléments clés de la démocratie. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi nous essayons de voir ce que nous pouvons faire pour aider. Mais nous n'aiderons pas la cause des médias si on se présente comme victime. Alors, je vous invite à toujours vous rappeler que vous vous retrouvez dans une situation difficile. Nous voulons vous aider. Mais que vous avez contribué à votre propre malheur d'une certaine façon. Je ne dirai pas dans quelle mesure, mais je dirais que ce ne sera pas utile si vous venez devant les gens pour dire, un peu comme les chauffeurs de taxi, Uber doit disparaître parce qu'il s'attaque à mon gagne-pain. Uber ne va pas disparaître. Les gens sont intéressés à protéger leur entreprise. Pourquoi nous voulons protéger votre entreprise? C'est parce que vous êtes un élément de la démocratie. Alors voilà, de mon point de vue, une évaluation honnête. Comme Tonya Harding l'a montré, les victimes, ça ne marche pas. Cela étant dit, je suis de votre bord. Vous parlez de créer un fonds financé par des taxes imposées à Netflix, Google, etc., qui font beaucoup d'argent au Canada, mais qui ne payent rien. Deuxièmement, que faites-vous sur cette question? L'Allemagne, si je comprends bien, est en avance et reconnaît que c'est un problème. J'ai toujours pensé
que s'il n'y a pas à réinventer la roue, il n'y a pas lieu d'essayer de le faire. Alors, que pensez-vous de tout cela? Pourriez-vous répondre de la façon la plus succincte possible? À qui est la première réponse? C'est pas toujours une bonne idée de se présenter en victime. Par contre, loin de penser être victime de la situation, il faut tout de même exposer les faits de façon réaliste et concrète. Et puis, la situation qu'on vous a décrite, c'est la réalité qui existe et avec laquelle on doit composer à tous les jours. Par contre, l'industrie doit évidemment s'adapter. Notre problème, c'est que les changements vont très rapidement et qu'on n'a plus le luxe du temps, malheureusement. On préfère sonner l'alarme avant qu'il soit trop tard, finalement. Sur la question du financement en taxant les GAFA, bien évidemment, pour nous, c'est l'avenue qui est la plus prometteuse parce que ils font de l'argent avec les contenus qu'on produit maintenant. Il y aura différentes approches. Il y a certainement des pistes du côté du droit d'auteur. Pour le moment, comment se fait-il que les éditeurs ne réclament pas leurs droits d'auteur lorsque ces plateformes-là font de l'argent avec leur contenu? Donc, il y a des pistes à étudier de différentes avenues. Mais c'est clair qu'il va falloir à un moment donné qu'on exige de ces entreprises-là, si elles veulent faire des affaires chez nous, bien, qu'elles s'intègrent à notre paysage économique, à notre paysage canadien. Sur la question de l'Europe, il faut savoir que la plupart des pays européens financent déjà largement la presse écrite de façon beaucoup plus claire et importante là, que chez nous. Avant l'investissement de 50 millions du côté du Canada, on parlait, en combinant les subventions qui proviennent du provincial et du fédéral, on parlait d'à peu près 4,93 $ par année par habitant au Canada de financement et de soutien divers à la presse écrite. Et ça inclut le fonds des périodiques, donc pour les magazines. Du côté de l'Europe, quand on regarde, même aux États-Unis, on parle de 5,83 $ par année par habitant. Donc, même M. Trump fait mieux que nous. Mais du côté de l'Europe, ça varie. Là. Et on parle entre 27 $ par année jusqu'à 92 $ par année du côté de la Finlande. Puis quand on regarde, selon le classement de Reporters sans frontières, au niveau de la liberté de presse, de l'état de la liberté de presse dans les pays, ceux qui scorent le plus haut actuellement, ce sont les pays scandinaves, qui sont ceux qui soutiennent le plus par le biais de fonds publics les médias et la presse écrite. Donc, il faut absolument regarder du côté de l'Europe parce qu'en effet, il y a des choses très intéressantes qui se passent là. Merci, Mme Saint-Onge. Mr. Greenspan, and after Mr. Johnson. Monsieur Greenspan et Monsieur Johnson. Merci, sénateur Black. Je ne sais pas si je dois répondre à la question de la victime ou non, mais les médias ont fait leurs erreurs. Comme je le disais plus tôt, notre travail ne vise pas à préserver une compagnie ou une plateforme ou un journal en particulier, mais bien avoir à ce que la démocratie soit bien servie par les journalistes. Même dans les médias qui semblent avoir fait moins d'erreurs, et je parle par exemple de la presse à Montréal, qui est passée agressivement à une plateforme numérique et qui a bien fait la transition. Et ensuite, les téléphones intelligents sont arrivés. Les tablettes, ce n'est pas aussi intéressant. Et il faut réinvestir à nouveau pour adapter le produit. Mais c'est une ligne d'affaires qui coûte très cher et c'est toujours difficile à financer. Il y a également la réalité économique. La valeur unitaire d'une publicité numérique baisse et baisse chaque année parce qu'il n'y a pas de limite sur la radio. Il y a un nombre X de minutes. Sur les journaux, il y a la page du journal et on est passé de 15 $ à 2 $ ou 3 $ sur les médias numériques. Même si les ventes augmentent, les recettes baissent. 220 millions de dollars du côté numérique sur 10 ans.
Parallèlement, les compagnies de nouvelles parlent à plus de gens qu'auparavant. Pour les exemples internationaux, maintenant, je dirais deux choses. La BBC a reçu de l'argent sur 10 ans pour sa charte pour mettre 150 reporters locaux dans le pays, dans les salles de presse des journaux, pour travailler avec l'aide de la BBC. Alors, cela ressemble, on ne sait pas trop ce qu'a dit le gouvernement hier, mais 50 millions pour aller à des organisations non gouvernementales à l'appui des nouvelles dans le pays, je pense que cela peut être un peu semblable au modèle de la BBC, avec Radio-Canada CBC étant le parrain de la mesure. Pour ce qui est de la nouvelle question de réglementation de l'Internet, vous parlez de l'Allemagne, qui est peut-être le pays le plus dynamique dans ce domaine, surtout pour ce qui est de la propagande haineuse. Et la lutte aux gens qui nient l'Holocauste. Eh bien, on ne sait pas encore ce qu'il en sera. Ils ont mis en place un système où certaines nouvelles doivent être retirées dans les 24 heures si elles sont jugées fausses. Le Brésil envisage quelque chose de semblable, mais les partis politiques doivent intervenir d'une façon ou d'une autre. Les universitaires également vont intervenir. Alors, qui jugera de la vérité et de ce qui est faux? C'est aussi difficile que de décider dans un forum ouvert et qui a raison. Cela ne fonctionne pas de la bonne façon. C'est donc la situation. Le modèle suggéré indique clairement que les plateformes sont responsables de ce qui se passe dans leurs espaces. Généralement, nous procédons de deux façons. Nous avons deux responsabilités. Soit vous publiez et vous êtes responsable de ce qui paraît sur le site, ou vous êtes une entreprise de communication et vous êtes juste un canal. Et parfois, c'est un peu les deux. Pour la première question, cela ne relève pas de nous, comme nous sommes une organisation d'éducation. En Finlande, il y a eu une campagne de désinformation intense par des puissances étrangères. Que montre la recherche? Que cela n'a pas eu de répercussions majeures grâce à la forte tradition d'éducation à la littératie médiatique. Il faut aussi apporter des nouvelles traditionnelles et en garantir le maintien, mais la formation à la littératie médiatique crée une demande pour de vraies nouvelles et une loyauté envers l'exactitude, une loyauté envers la vérité que l'on finit par préférer à ses propres préférences. Donc ces gens avec cette loyauté vont plus loin que le premier volet de nouvelles. Cela crée une demande pour des informations légitimes. C'est ce que l'on constate. Nos intervenants. At this point in time, we can add anybody.
Senator Mercer. Sénateur Mercer. J'ai des questions et un préambule. Y a-t-il un modèle au pays où le secteur fonctionne? En Nouvelle-Écosse, ma province, nous avons un seul journal, mais il y a de gros producteurs de publicité en coulisses qui apportent de l'argent. Pas des choses qui sont nécessairement dans le journal, mais qui sont livrées sur votre pas de porte. Une question aussi pour le réseau des peuples autochtones. J'ai pensé que vous jouez aussi un rôle comme dans le développement communautaire. Avec des interactions plus sophistiquées parmi les gens des peuples autochtones. J'aurais une question. Comment enseigner aux jeunes comment vérifier l'exactitude de réseau des nouvelles dans un réseau? Il faudrait que les jeunes, avec leur téléphone intelligent, soient en mesure de faire cette distinction. Et ma dernière question, ce n'est pas une question à laquelle les membres du panel pourront peut-être répondre, mais ne devrions-nous pas redéfinir le rôle de Radio-Canada? Je dirais que c'est une question avec 4 parties. Qui veut répondre? Vu que votre réseau a été mentionné, commençons par vous. Vous avez demandé s'il y a des modèles couronnés de succès pour les journaux. Dans les médias autochtones, je dirais que Windspeaker est une réussite. Ils ont encore une version papier, mais ils sont en ligne. Il y a aussi Eastern Door. Quand je parlais à l'éditeur, il m'a dit que le maintien d'une version papier fonctionnait bien pour ce journal. Il y a aussi des autochtones qui ont lancé un nouveau site avec un modèle où les gens peuvent s'abonner ou s'abonner en partie ou faire des dons d'argent. Ce sont de petites entités. Le défi, quand on travaille dans de petites collectivités comme Hollow Water récemment, avec Journalists for Human Rights, nous avons envoyé un journaliste qui a formé les gens pendant 1 mois. 16 personnes ont pu être subventionnées pour faire du journalisme, mais par contre, il n'y a pas de modèle d'affaires. C'est une industrie naissante. Il y a des défis en matière d'éducation. Les coûts de lancement sont moindres si on commence en ligne, mais il demeure des questions juridiques. Il faudrait que les nouvelles entreprises jouissent d'une certaine protection pendant qu'elles se lancent, parce qu'elles se lancent sans capital. Si on pouvait les protéger pendant quelques années, on pourrait, pendant quelques années, on pourrait aboutir à des médias autochtones pour les peuples autochtones. Ceci dit, la PTN, oui, stimule une identité communautaire. Nous avons maintenant une communauté de producteurs et une marque à laquelle nos gens font confiance. Vous parliez aujourd'hui de pompiers.
Eh bien, c'est ce qui se passe. Les gens se tournent vers nous quand ils ont besoin d'avoir des réponses. Nous avons bien conscience d'avoir établi cette marque et nous en sommes fiers. Mr. Greenspan. Je vais répondre rapidement si je peux. Il y a des modèles réussis en ligne, en Nouvelle-Écosse. Vous avez mais c'est un produit de créneau fermé, pas un produit qui peut faire partie d'un écosystème médiatique. Vous le savez sans doute. Si la CBC fait rapport d'une histoire publiée dans novascotia.com, elle perd son abonnement à novascotia.com. Ce sont des sites auxquels les gens tiennent passionnément. Il y a une ou deux personnes qui innovent. Innovent parfois de façon difficilement compréhensible, mais semblent trouver une audience. En Prince Albert, en Saskatchewan, il y a 3 stations de radio qui s'utilisent ceci avec comme un portail. On a la même chose dans le nord de l'Ontario. Quand des petites collectivités qui aient de la compétition pour l'argent de la publicité, il semblerait qu'une présence puisse être maintenue. Donc il existe des modèles dont on peut s'inspirer, mais au bout du compte, en matière de capacité de faire rapport, c'est mince. Cela ne serait pas assez pour remplir la salle de nouvelles du Globe and Mail, du Toronto Star ou de la presse. Ils n'ont pas les recettes pour aller bien loin. L'autre aspect de votre question à laquelle j'aimerais répondre est une question qu'a aussi soulevée Matthew quant à la sensibilisation de la population. Manifestement, un membre du public en mesure de discriminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux est quelque chose d'important pour autre chose que juste la situation des médias traditionnels dont nous parlons aujourd'hui. L'esprit critique, ça entre en jeu d'autres fois. Je pense que souvent aux médias comme au Grand Lac, l'Internet c'est un peu le lac Erie. Quand il était très pollué, on pensait qu'il allait mourir. Or, il n'est pas mort. Et l'Internet survivra. La littératie va jouer un rôle pour les nouvelles. Sur la question des modèles en ligne, la grande problématique que les médias en ligne rencontrent, c'est que une salle de nouvelles, ça coûte très cher à exploiter. C'est des salaires, c'est beaucoup de personnes. Puis des fois, c'est des journalistes qui sont sur le terrain à faire des enquêtes sans publier pendant quelques temps. Donc, ça coûte très cher et ça rapporte pas beaucoup. Ça rapporte pas beaucoup aujourd'hui en termes de publicité parce que les coûts de la publicité en ligne, on peut vraiment pas les comparer avec combien on charge pour une page de publicité sur le journal papier parce que Facebook et Google exercent une importante pression à la baisse sur les coûts de la publicité. Donc, pour aller chercher les revenus de publicité en ligne, les journaux numériques doivent malheureusement baisser beaucoup leurs tarifs et c'est comme ça qu'on a de la difficulté à continuer de soutenir des importantes salles de nouvelles. Donc, sur les modèles, elle est vraiment là, la difficulté. Sur la question de CBC Radio-Canada, parce que nous, on représente les employés de Radio-Canada à Québec et à Moncton,
nous, ça fait longtemps qu'on plaide pour revoir la mission de Radio-Canada parce qu'au fur et à mesure que les revenus publics ont diminué pour financer Radio-Canada, de plus en plus, Radio-Canada s'est implanté dans le marché privé, en quelque sorte, pour faire une télévision qui rivalise plus avec le privé. Donc, dans le contexte actuel, surtout avec le fait que les gens se désabonnent de plus en plus du câble et qu'il va y avoir de la compétition encore plus féroce avec les télévisions généralistes privées, il est temps plus que jamais de revoir le mandat de Radio-Canada pour qu'elle ait sa niche et sa fonction carrément publique. Mais ça, évidemment, peut-être qu'il va falloir réfléchir aussi à la hauteur à laquelle on finance Radio-Canada, qui, malgré les réinvestissements qui étaient franchement bienvenus, ne sont peut-être pas suffisants là, pour remplir une mission purement publique. Donc, on a des grands débats, des grandes réflexions à avoir. Et j'en profite pour enchaîner sur la question de l'éducation parce que, en effet, va falloir qu'on s'attaque à cette question-là de façon très importante. Est-ce que ça prend des programmes dans les milieux scolaires? Certainement, mais il va falloir aussi éduquer les professeurs. Parce que même les professeurs n'ont pas nécessairement cette littératie numérique-là qui est nécessaire là, pour enseigner à leurs élèves comment distinguer une vraie d'une fausse nouvelle. Alors, il y a toute une éducation populaire à faire et je crois que les débats qu'on a aujourd'hui, les débats qu'on a depuis quelques années et particulièrement dans les derniers mois, bien, ça participe à faire une prise de conscience de la population. Donc, il faut continuer en ce sens-là, puis diversifier nos approches. I'm sure that Mr. Johnson would not disagree. So, Mr. Absolutely. Johnson. Je serais d'accord. Je vais parler du dernier élément de votre question, mais avant cela, je voudrais revenir à votre métaphore. La littératie médiatique, c'est bien sûr, n'allez pas nager dans le lac qui est pollué, mais c'est aussi apprendre aux gens qu'ils ont le droit à exiger qu'on nettoie le lac. Il ne s'agit pas de créer des consommateurs plus intenses, mais de meilleurs citoyens, des gens qui ont des voix et veulent les faire entendre. Pour répondre à votre question, ceci dit, oui, ce sont des habiletés qu'il faut enseigner à l'école, de préférence de bonne heure, parce que les jeunes sont en ligne de bonne heure. Pourquoi? Parce que généralement, ils cherchent des renseignements, souvent pour leurs études, et aussi pour leur intérêt personnel. Et il est facile de trouver de la désinformation sur Internet du fait de la nature du réseau. Et on risque de se retrouver dans un bourbier de théories de conspiration ou dans des sites qui sont faits pour le loisir, mais qu'on ne reconnaît pas nécessairement comme cela. Il y a des difficultés, c'est dans le curriculum, mais ce n'est pas toujours mis en œuvre. Parce que le curriculum est un paquebot qui avance lentement. Le curriculum qui traite des médias remonte souvent à une décennie. On figure dans le curriculum des bons tuyaux pour départager un journal d'un autre, mais le curriculum ne tient pas compte de l'environnement d'aujourd'hui où n'importe qui peut produire quelque chose et le présenter comme des nouvelles. Souvent, les professeurs ne se sentent pas qualifiés. Et en fait, ils ne le sont pas. Ils ne savent pas de quelles habiletés les jeunes ont besoin. Ils ne savent pas comment leur enseigner cela. Une partie de mon travail est de faire de la recherche pour identifier les habiletés en question et voir comment elles peuvent être enseignées. Je vise aussi à produire des ressources. Nous devons donner des plans de leçons aux enseignants pour qu'ils se sentent à l'aise quand ils enseignent ce genre de choses. Il faut aussi donner aux enseignants de la formation professionnelle. Ainsi, ils auront le sentiment de pouvoir traiter ces questions. Il faut stimuler la littératie numérique. On a un soutien du gouvernement fédéral. La question de l'authentification des médias numériques est importante. Merci beaucoup. Je voudrais souligner que les deux sénateurs aujourd'hui
présents ici aujourd'hui. Il y a 2 sénateurs présents aujourd'hui qui sont membres du Comité des transports et télécommunications. Avant de eux, voici la sénatrice Cordy. Je ne suis pas membre du Comité des télécommunications. Je vous remercie de la réunion d'aujourd'hui. Les Canadiens et Canadiennes commencent à avoir conscience de l'importance de faire quelque chose. Vous vous penchez sur les médias sociaux, on y trouve de la haine, du sexisme. Il y a une levée de boucliers pour pousser, on veut pousser Facebook et Twitter à faire quelque chose. Et on a eu des interventions du dehors durant les dernières élections américaines. Les robots pourraient être utilisés en 2019 aussi pour nos élections. On peut éliminer 2000 robots d'un côté, il y en a 2000 autres qui surgissent ailleurs, c'est continu. Je ne sais pas comment on résout ce type de problème. Ma question sur les robots, le vitriol, la haine dans les médias sociaux est la suivante. La nature anonyme des médias sociaux nuit-elle aux Canadiens et aux Canadiennes? Protégés par l'anonymat, les gens se permettent des choses qu'ils ne se permettraient jamais autrement. Je vous remercie de la question. Je vais répondre d'abord à votre dernière question, parce que c'est une question qui me trouble aussi. Je pense qu'une bonne part de la haine vient de cette espèce de la version numérique de la cagoule du Ku Klux Klan. Ça me dérange. Ceci dit, dans d'autres pays, les gens se servent de l'anonymat pour se battre pour la liberté et essayer d'obtenir un changement. Donc l'anonymité est une arme à double tranchant. On pourrait dire, oui, il faudrait que quand les gens prennent position, ils disent clairement qui ils sont. CBC et d'autres entreprises de médias ont déterminé qu'on ne pouvait pas avoir de commentaires anonymes, publier de commentaires anonymes, et ça a mis fin à la misogynie jusqu'à un certain point et au vitriol. Au Globe and Mail, et on reçoit quelques 350 lettres par jour. Elles sont généralement plus érudites et plus civiles que les commentaires en ligne. C'était frappant. Je vais m'en tenir à cela. J'ai envie de revenir à la question des fausses nouvelles. Il n'est pas facile de dévoiler les faussetés quand elles sont bien présentées. Les Russes avaient un site Facebook où ils présentaient des histoires sur le pétrole contre le pétrole tiré du fracage. Les gens doivent être capables d'identifier qui est propriétaire d'un site donné. On sait que 2 groupes ont été présentés à Houston qui se sont rencontrés sur le même endroit à Houston suite à des interventions d'un site russe. Et cela a mené à de la violence. Il y a les sources et il faut, dans les sources alternatives, voir à ce que les gens de la plateforme doivent être responsables, par exemple, et prendre les mesures lorsqu'il le faut.
assez sombre aujourd'hui. Je suis une nature quand même optimiste. Et je compare un peu qu'est-ce qui se passe présentement avec les nouvelles technologies à n'importe quelle autre évolution technologique. Prenons par exemple l'automobile. L'automobile, lorsqu'elle est apparue, il n'y avait pas de code de la route, il n'y avait pas de tous les codes qui nous régissent aujourd'hui pour la circulation, puis qui fait qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde a une voiture, puis est capable de circuler sans trop faire d'accidents. Mais ce qui est arrivé avec l'arrivée d'Internet puis des nouvelles technologies, c'est que tout ça s'est produit à une vitesse phénoménale. Aujourd'hui, tout le monde a un appareil, puis on n'a pas eu le temps de réglementer grand-chose. Moi, je crois que plus le temps va avancer, plus les gouvernements, plus les organismes de régulation vont prendre des mesures pour encadrer ces comportements-là en ligne, parce que la liberté d'expression a toujours connu tout de même certaines limites quand on va dans la diffamation ou dans la haine. Donc, inévitablement, il y aura des mesures qui vont s'appliquer. Puis on le voit du côté de l'Europe, il y a beaucoup de réflexions à ce sujet-là. C'est très avancé. Puis moi, je crois qu'on va voir des nouvelles législations très prochainement en Europe, notamment. Thank you. And as a conclusion on this. Merci. Et pour conclure sur cette question, M. Johnson, la recherche nous montre qu'il y a une différence entre une véritable anonymité, un véritable anonymat et un pseudo-anonymat. Lorsqu'il n'y a pas les espaces où il y a des pseudo-anonymats, c'est-à-dire où vous pouvez avoir la même identité qui n'est pas la vôtre, reçoivent plus de commentaires de harcèlement. Cela ne semble pas être précisément ce qui arrive ici, mais ce qui est en question, c'est ce que nous appelons les pièges d'empathie. Essentiellement, vous ne parlez pas à une personne. Vous ne voyez pas la réaction sur le visage d'une personne lorsque vous dites des choses. Vous n'entendez pas la réponse. Vous n'avez pas à rester là pour entendre la réponse. Vous laissez votre message et vous partez. C'est ce que nous enseignons dans notre programme de littératie numérique, d'avoir un peu plus d'empathie. Et il y a également la conscience numérique, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas conscient de vos propres émotions lorsque vous êtes en communication en ligne, parce que vous communiquez à travers vos doigts ou vos pouces et vous ne vous sentez pas physiquement présent. Et cela se répercute sur le niveau de responsabilité que vous ressentez pour ce que vous dites. Les solutions que nous avons trouvées seraient d'encourager la conscientisation des gens qui vont en ligne et permettre aussi aux gens d'améliorer leur comportement dans les collectivités. Les 10% dans une collectivité donnent le ton. Les 10% qui parlent le plus, ce sont ceux qui font des commentaires de harcèlement qui deviennent normaux. Les gens ne sont pas nécessairement d'accord, mais ils vont les tolérer. Si les 90% montrent que le harcèlement ne sera pas toléré, ce sera certainement plus puissant que toute autre intervention venant du haut. Question, sénatrice Galvez. Bonjour, thank you very much for coming here and educating. Merci beaucoup de venir nous renseigner sur ce sujet très important. Je n'ai pas une question, mais j'ai des observations à faire. J'ai travaillé dans votre secteur pendant plus de 20 ans et j'ai appris à voir les bons aspects du journalisme et des médias, mais aussi à voir les mauvais aspects, les mauvais côtés. Cela m'attriste que de voir que c'est triste. On commençait il y a, non pas 1 an ou 2, mais il y a 20 ans. Et aujourd'hui, nous sommes en mode panique vu l'explosion de tout cela. Mais si on retourne en arrière, si on voit ce que nous avions de bon et ce que nous avions de mauvais il y a 20 ans, il serait peut-être possible de passer plus du côté positif. Je lisais, vous savez, beaucoup de journaux et j'ai arrêté du jour au lendemain.
parce que j'en ai eu assez des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Je n'en pouvais plus. Le sensationnalisme était trop présent et c'était déséquilibré il y avait un déséquilibre entre la publicité et les nouvelles. Il y avait beaucoup de publicité et ensuite un petit peu de nouvelles. Je m'intéresse de près à l'environnement. De voir ce gaspillage de papier dans la presse écrite m'attristait. Aussi, il y avait les médias politisés, les magnats politisés qui contrôlaient les nouvelles. Et cela m'attristait également. Les bons points, c'est que j'étais toujours prête à lire des analyses, des articles d'enquête, du journalisme d'idées. Il y avait des reporters vedettes que vous connaissiez. Ils sont disparus, ils n'ont pas été remplacés. Et les dénonciateurs dans les journaux. Ça, c'est un rôle important. Vous êtes protégés, vos sources sont protégées. Ce rôle de dénonciation est important dans notre société. Le fait que vous couvrez les nouvelles locales, il se passe quelque chose de mauvais en Inde. Et donc, les nouvelles locales sont très importantes. Le fait qu'il y avait quelque chose sur la science, la démocratie, c'était important. Et bien sûr, la liberté d'expression. Les médias ne se sont pas adaptés aux changements assez rapidement, n'ont pas suivi l'évolution assez rapidement. Mais vous pouvez vous reprendre et imiter ce que font les nouveaux médias. Pour la politique, la France, qui adoptera une loi sur les fausses nouvelles. C'est intéressant. Vous devez initier de nouvelles politiques et nous dire comment on peut vous aider. Ailleurs, on taxe les médias étrangers. Ici, on ne le fait pas. Ce n'est pas juste. Il y a également le droit d'auteur. C'est vrai que les gens vont sur Facebook et prennent le contenu. Mais ces contenus viennent des médias normaux. Alors pourquoi ils ne payent pas de droit d'auteur à l'auteur qui a écrit l'article? Alors oui, voilà, ce sont là mes commentaires. C'est presque un commentaire éditorial c'est fort intéressant. Qui veut commenter les commentaires? Madame Saint-Onge. Revenir sur la question du copyright, du droit d'auteur. Parce qu'effectivement, il y a une incompréhension là. Pourquoi est-ce que les éditeurs ne réclament pas les droits d'auteur? Mais malheureusement, pour le moment, pour aller réclamer ça, il faudrait, par exemple, que chacun des journaux poursuive les plateformes que sont Facebook et Google, et ça peut être des poursuites juridiques assez dispendieuses. Donc, nous, on regarde d'autres avenues. Est-ce que les éditeurs peuvent se regrouper pour engager des poursuites? Peut-être. Sinon, il y a peut-être des dispositions dans la loi du droit d'auteur aussi qui méritent d'être explorées. Il y a une révision qui va avoir lieu, donc on va s'y attarder. Nous, les premières hypothèses qu'on a regardées, puis là, il reste à valider pour voir si on va pouvoir aller au bout de cette idée-là, mais c'est de constituer une société de gestion pour les éditeurs puis les journalistes indépendants qui pourraient réclamer, par exemple, à la Commission des droits d'auteur de déterminer des tarifs pour l'utilisation des articles sur les différentes plateformes. Et puis, suite à ça, on pourra constituer un fonds qui sera redistribué par la société de gestion. Donc, il y a des hypothèses qui sont étudiées. Maintenant, la Commission des droits, ça prend à peu près 7 ans présentement pour déterminer des tarifs. Il y a une révision de la Commission du droit d'auteur qui a lieu pour essayer de réduire ces délais-là, parce que dans le monde numérique, c'est tout simplement inacceptable. Mais donc, on est encore une fois dans des hypothèses qui vont s'échelonner sur une longue période d'années. Pour le reste, j'adhère quand même à plusieurs de vos propos là, sur toute la question de la qualité de l'information et tout ça. Inévitablement, nos médias ont été confrontés à des choix commerciaux trop souvent. Mais oui, il faut revenir à un journalisme
de qualité. Puis pour représenter la majorité des journalistes au Québec, j'en connais pas un qui n'a pas de fierté dans son métier puis qui ne veut pas l'exercer dans les meilleures conditions possibles. Donc, si on a les moyens de le faire, on va le faire. Mr. Greenspan. Monsieur Greenspan. Eh bien, tout d'abord, quelqu'un disait qu'une presse libre n'est pas nécessairement bon, mais qu'une presse qui n'est pas libre n'est pas bonne. Parfois, la presse, c'est bon, parfois, c'est moins bon. Mais le journalisme, dans votre exemple de dénonciateur, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens qui sont des dénonciateurs, il y a des organisations qui font ce travail, qui ont des conseillers juridiques, qui ont une culture de dénonciation. Et je pense qu'il est très nécessaire de maintenir ce genre de choses. Je suis d'accord avec ce que dit Pascal au sujet des droits d'auteur. Il y a une révision de la loi du droit d'auteur qui doit se faire. Aux États-Unis, les éditeurs ont demandé une exemption en vertu des règles sur la concurrence pour qu'ils puissent se regrouper pour négocier et avoir un certain pouvoir de négociation. C'est un concept intéressant. Il est vrai que si vous ne voulez pas que Google, par exemple, vienne fouiller dans votre site de nouvelles, vous pouvez l'interdire. Il y a une façon d'interdire. C'est difficile cependant de dire que vos nouvelles ne pourront pas faire l'objet de recherche. La même chose pour Facebook. Facebook a des auditoires et il est très difficile pour les éditeurs de dire non, je ne vous donne pas accès à mes choses, vous ne pourrez pas les montrer sur Facebook. Ceux qui ont regardé Facebook et Google comme étant des éléments de salut voient que leurs nouvelles du jour au lendemain ne sont plus très intéressés. Après les nouvelles de 2016, les nouvelles d'organisations connues de nouvelles ont été mises de côté aux dépens de nouvelles plus obscures, aux sources plus obscures. Il y a des choix. Et le choix, la plupart du temps, c'est que les documents doivent être disponibles. La parole à l'assistance. Senator Beauvais, who is the deputy chair of the vice-présidente des communications, du comité des transports et des communications. Merci pour vos commentaires. Vous avez soulevé des questions qui vont alimenter nos discussions et études au comité des transports et des communications. J'aimerais revenir aux solutions d'un autre point de vue. On parle de publicité, de former les jeunes à la détection des fausses nouvelles. Revenons à PTM. Je viens de Winnipeg et j'ai vu votre croissance avec beaucoup de fierté. J'ai vu la croissance de votre salle de nouvelles et de vos reporters. Je vous félicite. Je suis contente de vous voir représenter la voix des Autochtones au Canada, comme nous représentons la voix des régions au Canada. Alors, nous sommes d'une certaine façon partenaires. Vous parlez de formation. Je suis assez vieille pour me rappeler la naissance des programmes de journalisme dans les années 60-70. Auparavant, les journalistes que je connaissais arrivaient suite à des programmes d'apprentissage solides. Quel genre de formation pensez-vous serait utile aux journalistes et aux techniciens et aux producteurs de contenu? Que faut-il mettre en place pour former les journalistes pour des communautés autochtones? Ah, ça, c'est une question intéressante. On parle là de collectivité. On parle de l'idée
que parfois vous aurez quelqu'un qui a dû quitter sa famille à l'âge de 12 ans, aller dans une autre ville et pour qui la séparation avec la famille est très difficile et les gens ne finissent pas leur école secondaire. S'ils finissent leur école secondaire et qu'ils vont à l'université pour étudier le journalisme, eh bien, une fois qu'ils ont leur diplôme, lorsque nous embauchons des gens qui sortent de l'école secondaire et nous les formons pour la télédiffusion. C'est ça notre domaine. Nous avons des formateurs. Nous avons trouvé les meilleurs au Canada et aux États-Unis qui donnent des séances de formation pour développer nos nouveaux journalistes. Alors, nous avons pris cette fonction de transformer les gens en journalistes parce qu'il faut répondre à nos besoins. Il faut que notre salle de presse soit dotée de journalistes. Parfois, on encourage les gens dans les localités à se lancer dans le journalisme, d'envisager cela comme une possibilité. Il s'agit de résoudre les problèmes de base que nous avons à l'école élémentaire et à l'école secondaire. Une fois que les gens sont à l'université, ça va bien. Il faut encourager les gens, leur dire qu'il existe des emplois et les aider à faire la transition. Lorsque vous amenez quelqu'un qui ne connaît rien au journalisme et que vous l'engagez, il y a beaucoup à lui montrer si vous voulez qu'il devienne un bon journaliste. Nous avons notre politique journalistique qui est Journalisme 101, si vous voulez, sur la façon de se comporter sur les médias sociaux et aussi sur les conséquences juridiques des interventions. Il s'agit en fait d'encourager les Autochtones à se lancer dans ce domaine, de les appuyer également. Un court commentaire. Vous avez parlé de journalistes qui doivent se retrouver dans des situations de crise, qui doivent quitter la collectivité. Ces situations de crise doivent être très difficiles pour les jeunes apprentis journalistes. Est-ce que vous perdez des apprentis journalistes à cause de cela? C'est difficile. C'est vraiment très difficile de couvrir ce type de situation. Nous avons dans notre propre salle de nouvelles une politique de travail avec les aînés pour qu'ils puissent appuyer les journalistes et nous essayons d'apporter du counseling aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont quitté le domaine du journalisme ou la PTN parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à couvrir certains des événements pénibles. Ceci dit, nous faisons notre possible à l'interne pour les appuyer. La question de guérison et de santé mentale sont au premier plan dans nos esprits. L'environnement des nouvelles doit travailler non seulement avec APTN, mais avec d'autres personnes. J'ai travaillé avec des personnes qui souffrent de stress post-traumatique, pas seulement au sein de l'APTN. Des gens qui, à cause des pressions du travail, ont essayé de se suicider. Donc nous avons bien conscience de ce vers quoi nous envoyons les gens et de ce dont nous les munissons. Nous savons aussi que nous faisons affaire avec des gens qui peuvent être des survivants des pensionnats indiens. Tout cela, il faut en tenir compte et il faut veiller à ce que les gens prennent soin d'eux-mêmes. Nous avons élaboré un plan pour les journalistes, nous encourageons tout le monde à en avoir un.
Un expert dans l'assistance, le professeur Bertrand Labasse de l'Université d'Ottawa, qui est également l'éditeur des cahiers du journalisme. Professeur. Bonjour. Une toute petite contribution en ce qui me concerne. Quand on me demande quelle est la pire menace qui touche le journaliste canadien, je crois que c'est la phrase que j'ai souvent entendue. Il faut aider les médias à trouver un nouveau modèle d'affaires. J'ai été le directeur de la recherche des éditeurs de presse français et j'ai notamment conduit la plus lourde recherche quantitative qui a peut-être jamais été faite dans ce domaine. 20 000 répondants à 2 ans d'écart. Ce qu'elle nous a montré d'abord, c'est qu'il y a un appétit extraordinaire pour le bon journalisme. Beaucoup plus même que les éditeurs ne le pensent. Seulement voilà, ce marché qui existe réellement, il n'est pas sûr qu'il soit suffisant pour financer ce bon journalisme. Dans cette perspective, dire il faut aider les médias à trouver un nouveau modèle d'affaires serait aussi absurde que de dire il faut aider le système éducatif à trouver un nouveau modèle d'affaires et à se débrouiller sur le marché, ou l'hôpital à trouver un nouveau modèle d'affaires. On peut le faire, on sait le faire, mais vous n'aimerez pas ça. Dès lors, ma question vis-à-vis des panélistes serait la suivante. Si l'on admet qu'aujourd'hui une démocratie doit fonder ses médias, au même titre que son éducation et son hôpital, mais que ça constitue une distorsion extraordinaire et inacceptable sur la liberté d'expression et sur la libre concurrence, quelle serait votre position vis-à-vis d'un critère objectif qui permettrait de tuer 2 oiseaux avec une pierre, ou plus exactement de sauver 2 oiseaux avec une pierre, c'est-à-dire de financer les médias en le liant à une condition qui serait l'adhésion à un conseil de presse? Critère objectif, non obligatoire. Toute personne qui voudrait s'en passer le pourrait. Voilà, j'aimerais connaître les positions des panélistes sur cette possibilité. Question très claire, Madame Saint-Onge. Bien, la question de l'adhésion au conseil de presse, nous, ça fait longtemps qu'on la met dans nos critères pour l'obtention de financement public. Malheureusement, il n'y a pas des conseils de presse dans toutes les provinces, donc ça nécessiterait quand même la mise en place de ces fameux conseils de presse. Par contre, pour avoir discuté avec de nombreux éditeurs à ce sujet-là, ils ne sont vraiment pas tous favorables à cette adhésion obligatoire parce qu'ils considèrent que le conseil de presse est un tribunal d'honneur et donc il faut y adhérer sur l'honneur. Donc, nous, oui, pour nous, en tout cas, ça serait une avenue à étudier la question du conseil de presse, mais d'abord et avant tout, l'adhésion claire à un code d'éthique professionnelle qui est reconnu, soit celui de la Fédération professionnelle des journalistes, soit celui des conseils de presse, soit celui qui est inclus dans les conventions collectives des journalistes. Donc, un code d'éthique qui est reconnu, puis surtout une imputabilité au niveau de ce qui est publié, donc que les journaux peuvent, les journalistes et les journaux, les éditeurs peuvent être blâmés pour une mauvaise couverture et le public a le droit de se plaindre lorsqu'il estime que la couverture journalistique n'a pas été adéquate. Donc, en effet, il doit y avoir une réciprocité qui vient avec du financement public, puis une imputabilité aussi. Est-ce que c'était une conclusion ou souhaitez-vous, would you like to add some comments on? Souhaitiez-vous ajouter quelque chose? Non? Maintenant, la parole est au sénateur Serge Joyal. Merci, Madame la Présidente. Welcome. Good morning. Bonjour. I think that the fundamental issue that we're... Selon moi, le problème que nous affrontons est que l'un des piliers de la démocratie, les médias, maintiennent sa vitalité et son indépendance. La vitalité de la démocratie dépend en partie de la vie et du dynamisme des médias. Oui, la structure financière des médias imprimés traditionnels est un modèle qui n'est pas adapté à la technologie.
le poids des nouvelles technologies fait basculer l'équilibre en faveur des nouvelles technologies et aux dépens des médias traditionnels comme la presse, le Toronto Star, le Devoir. Hier, j'ai lu le budget. À la page 208, il y est indiqué ce qui suit. Le gouvernement se penchera sur un nouveau modèle qui donnera aux fondations privées l'occasion d'être propriétaires d'un journal et ce dans un cadre fiscal différent. Je ne suis pas convaincu que ce soit là l'approche à privilégier. Il faut absolument s'en prendre à la survie. Selon moi, le gouvernement a accordé quelques années de survie aux médias régionaux avec 50 millions de dollars, à commencer par en 2018, mais cela ne changera rien au problème. Souvent, ensuite, les médias affronteront d'autres problèmes, sans tarder. Que pensez-vous de l'approche du gouvernement dans le budget? Est-ce que ce sera en mesure de garantir la survie de médias indépendants, à même de jouer un rôle dans notre cadre démocratique? Merci, sénateur. Peu m'importe quant à moi si les nouvelles sont imprimées ou pas. Par contre, je tiens à ce que les médias emploient des journalistes. Or, il y a des médias en ligne qui n'utilisent pas de journalistes. Donc, il faut veiller à ce qui se passe. La presse, maintenant en ligne, cela ne change rien à la situation. Il me semble que les mesures du gouvernement sont un début de reconnaissance du fait qu'il existe un problème. Les mesures proposées sont loin de répondre à la gravité du problème. J'espère que le gouvernement ira plus loin à un autre moment. En 2015, quand le gouvernement libéral a été élu, ce n'était pas une question auquel on accordait beaucoup d'importance. Ce n'était pas présent dans les lettres de mandat, par exemple. Maintenant, le gouvernement commence à penser à la question. Ouvrir le secteur à l'argent de fondations privées est une bonne chose, ce n'est pas suffisant. Les 10 millions de dollars par an vont employer entre 120 et 150 journalistes qui vont être distribués par le pays ou peut-être vont être en mesure de couvrir les tribunaux. Si l'on ne couvre pas la Cour suprême, bien entendu, les cours d'appel, les cours fédérales, les cours provinciales ne le sont pas non plus. Il y a des lacunes. Nous essayons d'identifier les lacunes de notre côté. Donc oui, c'est une mesure positive, mais j'ignore quelle sera la panacée au bout du compte. À ce que je comprends, le gouvernement ne veut pas investir dans des entreprises destinées à l'échec peu de temps après. Vous évoluez dans le milieu politique depuis longtemps. Depuis l'apparition de notre rapport, je dirais que le climat politique a changé. On se préoccupe des fausses nouvelles et de ce fait, on paie plus d'attention, on fait plus attention aux vraies nouvelles.
Bref, il y a une nouvelle dynamique. Et plus cela va, plus la population devrait être sensibilisée. Des annonces qui ont été faites dans le dernier budget, c'est un pas dans la bonne direction, dans le sens que c'est une prise de conscience. Cependant, on accorde peu. En fait, sur la question de la philanthropie, au Canada, c'est pas une culture qui est extrêmement développée, la culture de la philanthropie. Puis il n'y a pas tant de grands mécènes non plus qui vont investir, à notre avis, puis qui vont soutenir les médias de façon importante. Ils sont déjà extrêmement sollicités par la santé, par la culture, par l'éducation. Donc, on est assez sceptique. Et puis, l'autre chose aussi, c'est qu'on semble avoir... puis je le comprends, là, parce que moi, je suis à la défense des travailleurs, mais pas nécessairement des entreprises elles-mêmes. Puis, on sent une certaine... non-volonté, là, je dirais, de soutenir des familles richissimes ou des propriétaires milliardaires qui font de l'argent dans d'autres business, mais même s'ils n'en font plus avec leurs journaux. Puis je peux comprendre ça. Par contre, quand on va vers la philanthropie, bien, ça demeure les gens les plus riches qui peuvent soutenir et, dans le fond, desquels les médias vont dépendre. Donc, je ne suis pas certaine que c'est la bonne approche. Nous, ce qu'on favorise, en fait, c'est une diversité d'approches pour soutenir la diversité de médias. Les médias ne peuvent pas tous être des OBNL. Les médias ne peuvent pas tous être locaux, ne peuvent pas tous être nationaux non plus. Ça prend réellement une diversité parce qu'on ne peut pas compter que sur un seul média, et ça, même si c'est Radio-Canada, par exemple, pour couvrir l'ensemble des sujets d'intérêt public, puis le faire avec la pluralité des points de vue que cela nécessite non plus. Donc, pour toutes ces raisons-là, on trouve que c'est un bon pas, une prise de conscience du gouvernement, mais ça va prendre plus. Puis, il ne faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. Anyone over here? Okay. Well, we've... De votre bord, notre temps est écoulé. J'ai manqué une demi-heure, je le regrette. Mais les questions et réponses ont été instructives. Nous avons des gens qui manifestement connaissent les médias et s'expriment clairement. Nous espérons que le dialogue restera ouvert. Nous espérons être en mesure de faire un suivi au Sénat. Nous ne savons pas encore sous quelle forme, mais c'était un excellent sujet. Nous avons apprécié les interventions. Merci donc. Ce matin, l'importance pour tous, qu'on soit panéliste, sénateur ou dans l'auditoire, d'une presse professionnelle comme pilier de la démocratie, comme contrepoids à des fausses nouvelles et comme important vecteur d'une population informée, éduquée. C'est un patrimoine à préserver, à sauvegarder. Alors, maintenant, allons en mode solution. Et je pense que la présence de 3 sénateurs, finalement, membres du Comité des transports et des communications, ici, témoigne de l'intérêt de ce comité pour les enjeux de communication. Alors, possiblement que des bonnes idées ont été suscitées et qu'il y aura une suite. Alors, merci beaucoup. Merci à l'auditoire. Merci aux collègues aussi qui se sont joints à nous ce matin. À la prochaine. Turn.